actuellement, c'est Eragon et son caillou magique. Le cadeau du destin. Après leur retour de Carvahal, malgré l'heure tardive, Eragon décida de tester la pierre à la manière de Merloc. Seul dans sa chambre, il la posa sur son lit, près de 3 outils. Il prit d'abord un maillet de bois, dont il se servit pour tapoter légèrement la pierre. Celle-ci résonna avec douceur, presque avec délicatesse. Satisfait, le garçon empoigna le 2e outil, un lourd marteau aux manches de cuir. Un son lugubre s'éleva lorsque Eragon frappa. Alors, il s'empara d'un petit sécateur. Les lames métalliques, oulala, n'écorchèrent ni ne rayèrent la pierre, mais elles produisirent le son le plus clair de tous ceux ayant émis la pierre jusque-là. Quand la dernière harmonique s'évanouit, un faible couinement se fit entendre. Merloc a dit que la pierre était creuse, se rappela Eragon. Il se peut qu'un trésor s'y cache. Le seul problème, c'est d'évancrer la gemme. La personne qui l'a polie devait avoir une bonne raison de le faire. Quant à celui qui a envoyé la pierre dans la crête, il n'a pas pris la peine de la récupérer. À moins qu'il ne sache pas où elle est. Mais un magicien assez puissant pour envoyer sa pierre par les airs serait forcément capable de la retrouver. Cela signifie-t-il qu'elle m'était destinée ? Le garçon n'était pas en mesure de répondre à sa question. Il se résigna à laisser ce mystère insoluble pour le moment, remit les outils à leur place et reposa la pierre sur son étagère. En pleine nuit, Eragon fut réveillé en sursaut. Il croyait avoir entendu un bruit suspect. Pourtant, tout était calme. Pas rassuré, il glissa la main sous le matelas et referma les doigts sur le manche de son couteau. Il attendit quelques minutes, puis, peu à peu, sombra de nouveau dans le sommeil. Un couinement troubla le silence, réveillant Eragon une 2e fois. Il empoigna son couteau et se leva. Il alluma une bougie à l'aide d'un briquet à amadou. La porte de sa chambre était fermée. Le couinement qu'il avait perçu était trop puissant pour être celui d'une souris ou d'un rat. Prudent, il vérifia sous son lit, au cas où. Rien. Il s'assit au bord de sa couche et se frotta les yeux pour chasser la fatigue. Un autre couinement s'éleva. Le garçon tressaillit violemment. D'où le bruit pouvait-il provenir ? Pas des murs ou du plancher, ils étaient en bois massif. Son lit aussi. Quant à son matelas de paille, Eragon se serait rendu compte si pendant la nuit un animal s'y était faufilé. Ses yeux errèrent dans la pièce et s'arrêtèrent sur la pierre. Il la prit dans ses mains et la caressa machinalement tout en examinant les recoins de sa chambre. C'est alors qu'un 3e couinement lui vrilla les tympans et fit vibrer ses doigts. Ça venait de la pierre. La pierre ne lui avait rien apporté, sinon des sentiments mêlés de frustration et de colère. Et voilà qu'elle l'empêchait de dormir. Insensible au regard incendiaire d'Eragon, la gemme continuait de couiner sporadiquement. À un moment, elle poussa un cri, plus fort que les autres. Puis le silence retomba. Eragon la reposa sans ménagement, et il retourna dormir. Le secret de la pierre, quel qu'il fût, patienterait bien jusqu'au matin. Derrière la fenêtre de la chambre, la lune se découpait encore dans le ciel lorsque le garçon se réveilla. Sur son étagère, la pierre était agitée de soubresauts, butant contre le mur. Une lueur argentée émanait de sa surface. Il bondit hors de son lit, son couteau à la main. Le mouvement cessa, mais il resta sur ses gardes. Peu après, les secousses et les cris reprirent de plus belle. Eragon commença de s'habiller en jurant. La pierre avait peut-être une immense valeur, il s'en moquait désormais. Sa décision était prise. Il allait l'emporter loin d'ici et l'enterrer. Putain. À cet instant, la gemme se tut, frémit, dégringola par terre dans un craquement. Le garçon recula vers la porte, inquiet, tandis que la pierre roulait vers lui. Soudain, une fissure apparut sur la surface, puis une autre craquelure, puis une brèche. Fasciné, Eragon s'avança sans lâcher son couteau. Sur le dessus de la pierre, à l'endroit où tous les zébrures se rejoignaient, un morceau se souleva, resta suspendu dans les airs comme en équilibre, puis tomba au sol. Après une nouvelle série de couinements, une petite tête noire émergea du trou, suivie par un corps curieusement plié. Les doigts d'Eragon blanchirent sur le manche de son couteau. Il s'efforça de ne pas bouger du tout. Bientôt, la créature s'extirpa totalement de sa prison, se figea un instant, puis voleta dans le halo lunaire. Eragon la regardait les yeux exorbités, sous le choc. Devant lui, en train de se débarrasser de la membrane qui l'enveloppait, se tenait un dragon. Un bébé dragon.
Le corps du dragon était à peine aussi grand que l'avant-bras d'Eragon. Pourtant, l'animal avait une allure altière, digne, et ses écailles étaient d'un bleu saphir profond, comme la surface de la pierre. Non, pas la surface de la pierre, se reprit le garçon. La coquille de l'œuf. Le dragon étendit ses ailes. Oups, il est beau mon bureau. Étendit ses ailes, qui lui avaient donné cet aspect curieusement replié lorsqu'il était encore compressé dans son œuf. Elle faisait plusieurs fois la longueur de son corps. Leur fine articulation osseuse hérissait son pourtour d'une ligne de pointe largement écartée. La gueule de la créature était de forme triangulaire. Ah mais attendez, parce que là, vous voyez, on n'entend pas assez le feu. Ça le truc, c'est que des fois ça va faire des grands cracks. On va dire que voilà, ça fera des grands cracks des fois. La gueule de la créature donc était de forme triangulaire. Deux petites canines blanches, très acérées, saillaient de sa mâchoire supérieure. Les serres de l'animal, blanches elles aussi, comme de l'ivoire poli, étaient striées sur la partie inférieure. Une rangée de piquants courait le long du corps de la bête. Elle partait de la tête et descendait jusqu'au bout de la queue. Entre la base du cou et les épaules, ses épines tranchantes étaient plus espacées. Au premier mouvement que fit Eragon, la gueule du dragon se tourna vers lui. Un regard bleu acier le cloua sur place. La prudence la plus élémentaire commandait de ne pas bouger. Si l'animal décidait d'attaquer, il serait, malgré sa petite taille, un adversaire formidable. Cependant, la créature se désintéressa bien vite de son hôte. Elle entreprit d'explorer la pièce d'une démarche maladroite, poussant de légers gémissements lorsqu'elle se heurtait à un mur ou à un meuble. D'un battement d'ailes, elle se hissa sur le lit et s'installa sur l'oreiller, en piaillant pitoyablement, comme un oisillon réclamant la béquée. Mais sa mâchoire ouverte révélait des dents pointues. Eragon s'assit sur le bord du lit avec mille précautions. Le dragon lui renifla la main, lui mordilla la manche. Le garçon retira son bras, tandis qu'un sourire incrigué éclairait son visage. Il approcha avec lenteur sa main du flanc de l'animal. À peine ses doigts l'eurent-ils touché qu'une décharge d'énergie jaillit, fusant le long de son bras, rugissant dans ses veines comme un feu liquide. Il tomba en arrière avec un cri sauvage. Un tonnerre de métal lui vrillait les oreilles. Un hurlement de rage silencieux avait envahi son crâne. Pas une parcelle de son corps n'était épargnée par la douleur. Eragon tenta de bouger, sans y parvenir. Une froideur de glace le paralysait. Il fallut une éternité avant que la chaleur revienne dans ses membres, perclus de picotements et secoués de tremblements. Il se redressa, la main insensible, les doigts raidis. Inquiet, il fixa un ovale blanc qui se formait au centre de sa paume et qui s'élargissait. À cet instant, la peau lui cuisait, le démangeait. Cela rappelait ce qu'on éprouvait après une morsure d'araignée. Son cœur cognait à grands coups. Eragon battit des paupières. Que lui était-il arrivé? Quelque chose effleurait sa conscience, à la manière d'un doigt courant sur sa peau. La caresse cessa, reprit, et cette fois, elle se cristallisa dans une spirale de pensée d'où émergeait une curiosité grandissante. Il lui sembla que les frontières invisibles qui encravaient son esprit venaient de s'écrouler. Le garçon prit peur. Et si, à présent que rien ne le retenait, il allait flotter hors de son corps sans pouvoir le réintégrer, réduit à l'état d'ectoplasme? Sa peur se mua en terreur, et il rompit le contact mental avec le dragon. La sensation disparut aussi nettement que s'il avait fermé les yeux. Eragon observait le dragon d'un regard soupçonneux. La créature le frôla d'une patte écailleuse. L'énergie glacée ne le foudroya pas des rechefs. Perplexe, il caressa la tête du dragon avec sa main droite. Un léger picotement remonta le long de son bras. Le dragon le renifla et arqua son corps comme aurait fait un chat. Le garçon glissa un doigt, le long des fines membranes des ailes. Elles avaient la texture d'un parchemin. Elles étaient veloutées, chaudes, encore légèrement humides, et parcourues de centaines de veines qu'il sentait palpiter sous sa main. Une nouvelle spirale de pensée s'empara de l'esprit d'Eragon. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de curiosité. La spirale était faim, et même faim dévorante. Il se leva perplexe. Il n'avait plus le moindre doute. Cet animal était dangereux. Bien qu'il parût inoffensif, ainsi levé sur le lit, Eragon se demanda s'il ne prenait pas un gros risque en le gardant. Alors qu'il réfléchissait, la créature poussa un couinement insistant, comme pour réclamer à manger. Il se dépêcha de la caresser entre les oreilles pour qu'elle se tînt tranquille. Et, en attendant de prendre une décision définitive à son sujet,
il sortit de sa chambre, ferma la porte avec soin et se rendit dans la cuisine pour y subtiliser des lambeaux de viande séchée. Lorsqu'Eragon revint dans sa chambre, le dragon était assis devant la fenêtre et regardait la lune. Le garçon découpa la viande en petits carrés avant d'en offrir un à la créature. Celle-ci le renifla de loin avec attention, puis son cou sinua tel un serpent, et elle lapa la viande qu'elle avala en relevant brusquement la tête. Puis, à petits coups de museau, elle tapota la main du garçon pour réclamer un autre morceau. Eragon lui offrit les petits bouts qui restaient, la main bien à plat pour éviter de se faire mordre. Au fur et à mesure qu'il mangeait, le ventre du dragonneau gonflait. Le garçon tendit le dernier morceau que son invité considéra un moment avant de l'avaler sans halte. Son repas achevé, il s'installa sur le rebord de la fenêtre et, rassasié, poussa un soupir de bien-être. Un nuage de fumée noire sortit de ses naseaux. Eragon était fasciné par l'animal endormi, qui émettait à présent une sorte de mélopée. Il le prit délicatement dans ses bras et le déposa sur le lit, près de l'oreiller. Les paupières closes, la mine satisfaite, le petit dragon enroula sa queue autour de la colonne de lit. Eragon s'allongea à son côté, la main sur les yeux. Il se trouvait face à un dilemme de taille. S'il élevait un dragon, il pouvait espérer devenir dragonnier. Chacun chérissait les mythes et histoires que chantaient les dragonniers. Intégrer la confrérie, cela reviendrait à ancrer dans la légende. Cependant, si l'Empire découvrait le dragon, Garou, Roran et lui seraient condamnés à mort, à moins qu'il ne rejoignît les légions de Galbatorix. Mais quel habitant de la région de Carvaal se résoudrait à renier ses origines et à s'allier au roi, qui plus est après avoir entendu Brom engraisser le portrait à la veillée? La solution la plus simple était de tuer le dragon. L'idée lui répugna, et il la rejeta. Il révérait trop les dragons pour envisager d'accomplir un acte aussi lâche. D'autant qu'il avait les moyens d'élever son petit compagnon. Il vivait dans un coin reculé, à l'abri des regards. Roran, Garou et lui n'avaient jamais attiré l'attention sur eux. Le plus difficile consisterait donc à convaincre Garou et Roran de le laisser garder un dragon qui ne présentait aucun intérêt, et risquait de leur valoir la mort. Je pourrais l'élever en secret, songea Eragon. Dans un mois, peut-être deux, il sera trop grand pour que Garou me demande de m'en débarrasser. L'acceptera-t-il pour autant? Et en supposant qu'il accepte, où vais-je trouver assez de nourriture pour lui, sache pendant que je le cacherai? Il n'est pas plus grand qu'un chaton, et il mange déjà autant qu'un gros matou. Certes, quand il sera plus vieux, il chassera. Mais en attendant, je devrais me débrouiller. Et le froid? Sera-t-il capable de survivre dehors? Eragon réfléchit lentement, sans parvenir à se dissimuler l'évidence. Il voulait garder ce dragon, et il le garderait. Il ferait tout pour le protéger. Sa décision prise, il sentit au moment où le sommeil l'emportait que le dragon s'agitait pour se pelotonner contre lui. En se réveillant ce matin-là, Eragon aperçut le dragon perché sur la colonne de lit, pareil aux sentinelles du temps jadis saluant le jour nouveau. Sa couleur l'émerveilla. Il n'avait jamais vu un bleu aussi lumineux, aussi pur. Les écailles de la créature scintillaient comme des saphirs. Le garçon examina sa paume. L'ovale blanc apparu au contact du dragon avait pris une teinte argentée. Pour le dissimuler, Eragon n'avait plus qu'à cesser de se laver les mains. La créature quitta son perchoir et se posa sur le sol. Eragon la prit tendrement contre lui et sortit de la maison encore endormi, non sans avoir barboté au passage, des lambeaux de viande séchée, plusieurs lanières de cuir et autant de couvertures qu'il pouvait emporter. C'était une belle matinée transparente de givre. Une couche de neige toute fraîche recouvrait la ferme. Le garçon sourit en regardant le bébé dragon, bien au chaud dans le creux de ses bras, observer le monde extérieur avec curiosité. Traversant rapidement les champs, Eragon gagna l'obscurité protectrice de la forêt, où il chercha une cachette pour le dragon. Il finit par dénicher un sorbier, qui se graissait seul sur un tertre isolé, et étendait ses longues ramures comme autant d'énormes doigts gris tentant de toucher le ciel. Le garçon posa la créature sur le sol, prit une lanière de cuir, et en quelques mouvements adroits fit un nœud coulant. Il le passa autour du cou du dragon, qui commençait déjà à explorer les abords enneigés de l'arbre. La lanière était usée mais assez solide pour résister. Le dragon tirait sur son licou. Eragon le détacha et improvisa un harnais pour éviter que l'animal ne s'étranglât. Après quoi, il rassembla une brassée de branchages afin de bâtir dans le sorbier
l'armature d'une cabane rudimentaire, qu'il habilla avec des couvertures. À l'intérieur, il disposa des lambeaux de viande. À cet instant, le sorbier frissonna, et des paquets de neige tombèrent sur le garçon. Il ajouta une couverture supplémentaire devant l'entrée pour conserver la chaleur. Puis, il contempla son travail d'un œil satisfait. « C'est l'heure de découvrir ton nouveau chez-toi, » annonça-t-il au dragon. Il l'attrapa et le hissa dans les branches. L'animal se faufila dans la cabane, dévora un morceau de viande, se blottit dans un coin et cligna des yeux d'un air intimidé. « Tant que tu restes là, tu ne risques rien, » lui apprit Eragon. La créature cligna de nouveau des yeux. Certain qu'elle n'avait pas compris, le garçon chercha à communiquer avec elle par télépathie. Il s'ouvrit à l'esprit du dragon et éprouva la même sensation effrayante qui l'avait saisi cette nuit. L'impression qu'une immense chape le recouvrait et l'étouffait. Eragon mobilisa toute son énergie pour faire passer une idée. « Ne bouge pas d'ici. » Le dragon se figea, la tête tournée vers le garçon qui insista. « Ne bouge pas, reste là. » Il crut un instant que la créature le comprenait. Pourtant, c'était absurde. Après tout, un dragon n'était ni plus ni moins qu'un animal. Eragon rompit le contact, sauta à terre et s'éloigna en jetant des coups d'œil derrière lui. Le dragon passa la tête par l'ouverture de la cabane. Ses grands yeux bleus suivirent le garçon jusqu'à qu'il fût hors de vue. Rentré chez lui, Eragon se glissa dans sa chambre et ramassa les débris de l'œuf pour les jeter. Il était convaincu que ni Garo ni Roran ne remarqueraient la disparition de la pierre. Dès lors qu'elle s'était révélée invendable, il l'avait sûrement oubliée. Lorsqu'ils se retrouvèrent tous les trois pour le petit déjeuner, Roran signala qu'il avait entendu des bruits pendant la nuit, mais il ne chercha pas à approfondir le sujet, au grand soulagement d'Eragon. Porté par son secret, le garçon ne lui pas passé la journée. Il n'eut aucune difficulté à masquer la crasse sauvage sur sa pomme, qui cessa bientôt de le préoccuper. Bientôt, il retourna vers le sorbier, muni de saucisses qu'il avait chapardées dans le garde-manger. Il s'approcha du tertre avec inquiétude. Le dragon survivrait-il dehors, dans les frimas rigoureux de l'hiver ? Il constata que ses peurs étaient sans fondement. Perché sur une branche, le dragon grignotait quelque chose qu'il maintenait entre ses pattes. Lorsqu'il aperçut Eragon, il se mit à pousser des piaillements suraigus. Le garçon était rassuré de voir que l'animal était resté sur l'arbre, à l'abri des grands prédateurs. Dès qu'il eut posé les saucisses à la base du tronc, la créature fondit dessus. Tandis qu'elle avalait voracement son repas, Eragon examina l'abri. Il était intact, il n'y restait plus une miette de viande séchée. Sur le sol gissaient çà et là des touffes de plumes. « Ouf !» songea le garçon, « il peut se nourrir lui-même. » C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit. Il peut se nourrir ou elle ? Il s'approcha du dragon, le retourna malgré ses couinements de protestation, et ne vit aucune marque distinctive. À croire que, avec les dragons, il n'y avait pas un secret qu'il ne fallut conquérir de haute lutte. Eragon passa un moment avec son dragonneau. Il le détacha, le posa sur son épaule et l'emmena visiter les bois. Les arbres couverts de neige, massifs et solennels, se graissaient autour d'eux tels des piliers de cathédrale. Se sentant protégé du monde extérieur, il montra à la créature ce qu'il connaissait de la forêt. Peut-être le comprenait-elle, et peut-être pas, peu importait. Ce qui comptait, c'était ce partage. Eragon ne cessait de parler. Le dragon paraissait boire ses paroles, les yeux brillants. En le ramenant à sa cabane, le garçon le garda quelques instants dans ses bras pour l'admirer, encore stupéfait par la tournure qu'avaient prise les événements. Puis, comme le soleil déclinait, il rentra à la maison, conscient que derrière lui, deux yeux bleus le suivaient, ou craint qu'on abandonnât leur propriétaire. La nuit venue, Eragon, étendu sur son lit, pensa à toutes les catastrophes qui pouvaient arriver à un petit animal seul et sans défense. Des images de prédateurs vicieux et de tempêtes de glace l'assaillirent. Il passa de longues heures à chercher le sommeil, et, quand il s'endormit, ce fut pour rêver de renards et de loups noirs déchiquetant des bébés dragons de leurs crocs sanguinolents. Aux premières lueurs de l'aube, Eragon quitta la maison avec de la nourriture et des chutes de tissu qui permettraient de mieux isoler la cabane. Il retrouva le dragon, bien vivant et bien réveillé, qui, depuis le faîte de l'arbre, regardait le lever de soleil. Le garçon en remercia tous les dieux, connus ou inconnus. Son protégé descendit vers lui, se posa sur ses bras et se pelotonna contre sa poitrine. Apparemment, il n'avait pas souffert du froid.
mais il semblait apeuré. Des nuages de fumée noire sortaient de ses naseaux par saccades. Eragon s'assit, dos au sorbier, et le caressa en murmurant des paroles rassurantes. Il ne bougea pas quand le dragon enfouit la tête dans son manteau. Lorsque l'animal se dégagea et vint se percher sur son épaule, le garçon le nourrit. Ensuite, il entrelaça les bouts de tissu qu'il avait apportés avec les branchages de la hutte. Puis, ils jouèrent un moment, jusqu'à ce qu'Eragon dût rentrer chez lui. Petit à petit, ces rencontres furtives se transformèrent en une habitude bien réglée. Chaque matin, Eragon courait jusqu'au sorbier, donnait à manger au dragon et rentrait en vitesse. Pendant la journée, il faisait ce qu'il avait à faire le plus vite possible. Dès qu'il avait terminé, il filait rendre visite au dragon. Son comportement bizarre n'échappa ni à Garou ni à Roran, qui lui demandèrent pourquoi il passait tant de temps dehors. Eragon se contenta de hausser les épaules et de vérifier qu'il n'était pas suivi lorsqu'il sortait. Très vite, il cessa de craindre le pire pour le dragon. L'animal grandissait à vue d'œil. Dans quelque temps, il serait hors de la plupart des dangers. En une semaine, sa taille avait doublé. 4 jours plus tard, l'animal arrivait au-dessus des genoux d'Eragon. Il ne tenait plus dans la cabane du sorbier, si bien que le garçon fut contraint de lui construire un abri direct sur le sol. Cette tâche lui prit 3 jours. Quand le dragon eut 2 semaines, Eragon se résolut à le libérer. L'animal avait besoin d'un territoire de chasse plus vaste pour se nourrir. À l'instant où il lui ôta son harnais, le dragon fit mine de regagner la ferme, et Eragon dut le retenir mentalement de toutes ses forces afin de l'en empêcher. À chaque fois que la créature essayait de le suivre chez lui, il la repoussait avec son esprit, lui répétant encore et encore qu'elle ne devait en aucun cas s'approcher de la maison et de ses autres habitants. De même, il ordonna à l'animal de ne pas s'aventurer hors de la forêt, à moins de gagner la crête, où il y avait peu de chances qu'on le vît. Les fermiers paniqueraient si des bêtes commençaient à disparaître parmi les troupeaux de la vallée de Palancar. Son contact mental avec la créature se fortifiait au fil des jours. Certes, l'animal ne comprenait pas ce qu'il lui disait verbalement. En revanche, il percevait les images et les émotions que le dragon tentait de lui transmettre. Non sans quelques cafouillages, cet autre langage étant moins précis. Il prêtait souvent à confusion. N'empêche, Eragon avait remarqué qu'il réussissait à communiquer avec son dragon sur un territoire sans cesse plus important. Un jour, il parvint à le contacter à plus de 3 lieues de distance. Il ancrait de plus en plus souvent en relation mentale avec son dragon, qui, en retour, volait à la rencontre de son esprit. Leur conversation muette occupait Eragon pendant ses longues heures de travail. Il y avait toujours une petite parcelle de son esprit connectée avec le dragon. Il arrivait qu'il n'y prêtât pas attention, mais il ne l'oubliait jamais, au point de se laisser parfois distraire alors qu'il parlait avec Garou et Roran, comme il l'aurait été par un bourdonnement d'oreilles. Au fur et à mesure que le dragon grandissait, son cri mua. De couinement, il devint rugissement, et le murmure de sa respiration se changea en grondement sourd. Par contre, la fumée noire qui sortait de ses naseaux ne donnait toujours pas de feu, même quand le dragon était contrarié. Eragon s'en inquiétait. À la fin du mois, l'animal lui arrivait à la taille. En quelques semaines, la pauvre créature vulnérable, à la merci du moindre prédateur, était devenue une bête puissante et magnifique. Ses écailles étaient aussi dures que les mailles d'une armure, et ses crocs tranchants comme des dagues. Le matin, Eragon faisait de longues marches. Le dragon trottinait derrière lui. Lorsqu'il parvenait dans une clairière, le garçon s'adossait contre un arbre et regardait son animal fendre l'air. Il adorait le voir voler. Ce spectacle avivait son impatience. Quand donc serait-il assez grand pour être monté? Parfois, tous deux restaient assis côte à côte. Eragon passait sa main le long du cou de son protégé, sentant vibrer sous ses doigts les muscles et les tendons. En dépit de ses efforts, les alentours de la ferme regorgeaient de signes qui trahissaient la présence du dragon. Impossible d'effacer toutes les empreintes de cerf enfoncées profondément dans la neige. Quant à cacher les énormes excréments du monstre, le garçon s'y refusait. Il y en avait trop. Le dragon s'était fait les griffes sur les souches d'arbres morts, y laissant des cicatrices profondes. Si Garou ou Roran dépassaient par Croc les limites de la ferme, ils découvriraient son secret. Eragon ne pouvait pas imaginer pire manière de leur révéler l'existence de l'animal. Aussi décida-t-il de prendre les devants et de tout leur raconter. Mais d'abord, il avait 2 tâches à accomplir. Donner un nom à son dragon, et en apprendre davantage sur les dragons en général. Pour cela, il devait parler avec Brome, le vieux maître des épopées et des légendes.
ces pays de mots où était conservé tout ce qui était connu de la race des dragons. Aussi, quand Roran envisagea de se rendre à Carval pour faire arranger une gouge, Eragon lui proposa de l'accompagner. La veille de son départ, entre chien et loup, Eragon alla dans une petite clairière où il appela le dragon par la pensée. Un instant plus tard, il aperçut une forme se détacher dans le ciel crépusculaire. L'animal piqua vers lui, remonta brusquement, puis dans un sifflement d'ailes, plongea en vrille et atterrit doucement à sa gauche. Il oscilla avant de trouver son équilibre et de se poser. Swamp, fit-il en s'installant. Eragon ouvrit son esprit, toujours mal à l'aise avec la sensation qu'il éprouvait dans ces moments-là. Il expliqua au dragon qu'il allait partir. L'animal gronda. Le garçon essaya de le calmer en s'exprimant par image mentale. Mais le dragon agita la queue, agacé. Alors Eragon posa la main sur son corps et tenta de lui transmettre paix et sérénité. Les écailles s'inclinèrent sous la caresse. Un mot résonna dans la tête du garçon, clair et grave à la fois. Eragon. Le ton était solennel, presque Christ, comme si un pacte indestructible venait d'être scellé. Eragon. L'estomac du garçon se noua, tandis que les yeux de saphir, d'une profondeur insondable, le fixaient intensément. Et Eragon comprit que le dragon n'était pas un animal. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Il courut jusque chez lui en essayant d'échapper au regard du dragon, de son dragon qu'il avait appelé par son nom, Eragon. Et voilà, c'est terminé pour ce soir du coup. Du coup, on s'arrête là tranquillement. On va se dire